La personne que vous voyez là, c'est Kitty Genovese. C'est une femme qui a eu un destin tragique. Elle a été assassinée tout près de chez elle par un individu qui l'a criblée de coups de couteau. Et pendant qu'elle se faisait agresser, elle a crié. Et apparemment, selon des comptes rendus de journaux de l'époque, il y a toute une série de témoins qui ont entendu ces cris et qui pourtant n'ont rien fait. Comment une chose pareille est-elle possible? Eh bien, c'est la question que se sont posées deux psychologues sociaux, Darley et Latany. Et Darley et Latany, ce qui va les intéresser, c'est le comportement prosocial, donc le fait d'aider plus particulièrement des gens qui sont en détresse. Qu'est-ce qui fait qu'on aide des gens en détresse? Et plus particulièrement, ils vont finalement étudier une variable, quelque chose qui varie, une entité qui varie, qui est la probabilité qu'on aide quelqu'un dans une situation de détresse. Donc si quelqu'un est en train de souffrir et qu'il y a des gens aux alentours, qu'est-ce qui prédit qu'au moins une personne va lui venir en aide? Donc cette probabilité, elle peut varier entre 0, si personne ne vient en aide à la personne en détresse, et elle peut varier jusqu'à 1, si, quoi qu'il arrive, au moins une personne va venir en aide à la victime. J'imagine, prenez comme exemple ici un petit enfant qui pleure dans la rue. Peut-être que dans ce cas-là, la probabilité qu'on aide cet enfant est maximale. Alors qu'il y a peut-être d'autres cas où la probabilité qu'on aide cette personne est nulle. Imaginez peut-être, je ne sais pas moi, un sans-abri qui a l'air de dormir dans la rue, mais qui est peut-être ivre-mort. Je pense que dans la plupart des cas, très souvent, il n'y a personne qui va aider. Donc ça peut varier entre 0 et 1, c'est une variable. Et ici, c'est la variable qu'on va appeler la variable dépendante, parce qu'on s'intéresse à ce qui va faire que cette variable va varier. Quels sont les facteurs extérieurs qui font que cette variable va varier? Donc c'est ce qu'on appelle la variable dépendante. Et ces facteurs extérieurs qui influenceraient le fait qu'on aide ou pas, c'est ce qu'on appelle la variable indépendante, ou les variables indépendantes. Et en l'occurrence, selon Darley et Latany, le nombre de gens qui aident, ou le nombre de gens plutôt qui sont présents, de témoins, eh bien, c'est une variable indépendante. C'est quelque chose aussi qui peut varier. Il peut y avoir très peu de gens, beaucoup de gens. Donc l'hypothèse, évidemment, de Darley et Latany, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est que peut-être que s'il y avait eu une seule personne qui avait entendu et qu'elle n'avait finalement pas vu toutes les lumières qui s'allumaient dans les autres appartements, au cri de Kitty, eh bien peut-être que s'il y avait eu une seule personne, cette personne aurait aidé parce elle se serait sentie responsable. Donc le nombre de gens, ici c'est une variable indépendante, et la probabilité que la victime soit aidée, c'est une variable dépendante. Une autre façon de représenter ça, c'est de se dire que x, la variable indépendante, et y, c'est la variable dépendante. On peut aussi le formuler comme ça, y dépend de x, où y est une fonction de x. Il y a évidemment toute une série de phénomènes qu'on peut étudier comme cela. Par exemple, si vous prenez le cas de la pandémie actuelle, par exemple, on pourrait se dire que le temps passé dans un endroit confiné avec des gens, ça c'est aussi une variable,
ça influence la probabilité d'attraper le coronavirus. Et là, j'ai dessiné un coronavirus. Ça, c'est la variable indépendante. Ça, c'est la variable dépendante. On peut prendre un autre exemple plus psychologique. On pourrait par exemple faire l'hypothèse que plus un professeur est perçu comme chaleureux et gentil, plus petite est la probabilité qu'on triche aux examens. D'accord ? L'hypothèse ici étant que on ne veut pas décevoir le professeur ou le tromper parce qu'on a une estime pour lui. Alors là, peut-être je me fais des illusions, mais ça de nouveau, c'est la VI. Ça, c'est la VD. C'est-à-dire toute une série de phénomènes comme ça qu'on pourrait modéliser de la façon suivante. Et ceci, c'est un modèle, c'est le modèle le plus élémentaire, un modèle qui implique une variable indépendante et une variable dépendante. C'est toujours représenté comme ça. On va avoir la variable indépendante ou VI à gauche, la variable dépendante à droite, et une flèche entre les deux pour marquer que l'une affecte l'autre. Généralement, on va même entourer la variable indépendante et la variable dépendante d'un carré. C'est pas très joli, excusez-moi la façon dont je l'ai fait. Ici d'un rectangle. Bon, maintenant, évidemment, c'est un modèle hyper simple, qu'on pourrait d'ailleurs tester statistiquement. Et maintenant, la question qui va souvent se poser, c'est finalement, pourquoi a-t-on cette relation entre la variable indépendante et la variable dépendante ? Pourquoi, pour reprendre l'exemple ici, le nombre de témoins influence-t-il la probabilité d'aider ? Vous vous souvenez que, selon Darnay Rathané, c'était le sentiment de responsabilité qui expliquait ce phénomène. Que finalement, plus il y a de témoins, moins chacun se sent responsable. D'accord ? Et donc, une autre façon de dire ça, c'est de dire que la baisse du sentiment de responsabilité due au fait qu'il y ait beaucoup de gens a pour conséquence qu'on aide moins. D'accord ? Donc une autre façon de voir ceci, c'est de se dire ça. Le nombre de gens... Zut, je me suis trompé ici. Le nombre de gens a un effet négatif sur le sentiment de responsabilité de chacun. Et quand on se sent moins responsable, on a moins de chances d'aider. Donc, comme le sentiment de responsabilité baisse, eh bien, la probabilité d'aide baisse aussi. Donc là, ce que vous voyez, c'est que on avait au départ ce chemin-ci, d'accord ? Cet effet-ci, celui de la VI sur la VD. Et cet effet-ci, il s'explique par, si vous voulez, ce qu'on appellera ici un effet indirect. C'est à cause du sentiment de responsabilité que le nombre de gens présents influence la probabilité. Plus il y a de gens présents, moins est élevé le sentiment de responsabilité. Et moins est élevé le sentiment de responsabilité, moins est élevée la probabilité d'aide. Donc ici, cette variable qui explique le lien entre deux autres variables, c'est ce qu'on appelle un médiateur.
D'accord? C'est ce qu'on appelle une variable médiatrice. Donc, une autre façon, si vous n'aimez pas le formuler sous forme de flèche, c'est de se dire pourquoi X influence Y, ou pourquoi la VI influence la VD. Eh bien, c'est à cause du médiateur. Ou de la variable médiatrice, c'est-à-dire parce que X influence le médiateur et que le médiateur influence Y. D'accord? Il y a plein de phénomènes qu'on peut décrire comme ça. D'accord? Alors, j'ai consacré beaucoup de temps à parler du meurtre de Kitty Genovese. Et attention, le compte-rendu que j'en ai donné, cette idée des 38 témoins passifs qui ne l'auraient pas aidé, en fait, c'est avéré totalement fausse. On l'a découvert après. En fait, il y a quelqu'un qui est venu l'aider, même plusieurs personnes, et donc euh, on ne peut pas du tout considérer ça comme un fait historique avéré, mais c'est la version fausse qui a été retranscrite par les journalistes à l'époque, et notamment dans le New York Times, qui a influencé Darley et Latane. Donc il y a un compte-rendu de toute cette mauvaise interprétation et de comment elle a émergé, mais aussi une description des faits historiques réels dans cet article que vous voyez ici. Voilà, maintenant on va passer à un second exemple de médiation. Ok, je vais prendre maintenant un autre exemple. Cette fois-ci, on va prendre comme exemple les violences conjugales, les violences domestiques. Donc, alors vous savez, bon, ces violences sont généralement commises plutôt par des hommes sur des femmes. Donc, considérons ce cas-ci. Donc, on a ici la probabilité de violence ou d'agressivité, si vous voulez, de la part d'un homme sur sa femme. Ça, c'est notre variable dépendante. Et on va voir de quoi elle dépend. Alors, quels facteurs prédisent les violences conjugales? Il y en a plein, mais un qui est assez intéressant, c'est la différence de statut social entre la femme et l'homme, ou la différence de niveau d'études en particulier. Donc je vais appeler ça différence de statut social. Et donc vous avez des cas où le mari, prenons des couples mariés hétérosexuels, le mari a un statut social plus élevé que la femme, situation traditionnelle dans nos sociétés jusqu'à très récemment, et puis vous avez des cas dans lesquels les statuts sont équivalents, et enfin, par exemple, deux parents qui travaillent, ou un couple dont les deux membres travaillent dans le même genre de métier, disons, dans le même genre de profession, et puis vous avez un troisième cas où c'est la femme qui a un statut social plus élevé que l'homme. Eh bien, dans ce dernier cas, il y a plus de chances de violence conjugale que dans les deux autres. Donc, plus la différence de statut social est importante et est à l'avantage de la femme, plus le mari est susceptible de l'agresser. C'est quelque chose qui est démontré dans les statistiques. D'accord ? Donc ici, on a une variable indépendante, la différence de statut social entre l'homme et la femme, et ici, une variable dépendante. X, Y. Maintenant, à quoi ça peut être dû? Pourquoi est-ce que la différence de statut social influence la probabilité que le mari agresse sa femme? Alors, il y a plein d'explications possibles, hein, mais une qu'on pourrait mettre en exergue, qu'on pourrait supposer, par exemple, c'est le sentiment de menace sur sa masculinité, parce que, admettons, sa virilité
disons que si le mari a une conception traditionnelle de la virilité ou des rôles de genre masculin, bah, c'est monsieur qui est censé rapporter le soir de quoi manger à sa femme, hein. Donc c'est le rôle de genre masculin. Et donc peut-être que le fait de se sentir menacé dans son statut d'homme ayant ce rôle, eh bien, favoriserait l'agression. Donc dans ce cas-là, on aurait une variable ici qui explique le lien entre les deux autres variables. Et donc ici, on a une variable médiatrice. C'est parce que l'homme se sent menacé qu'il est plus susceptible d'agresser sa femme. Et il sera d'autant plus menacé que la différence de statut social est à l'avantage de la femme. Et ici, donc, dans une médiation, ce qu'on va faire, c'est que finalement, ce lien ici, il va disparaître quand on introduit le médiateur. D'accord? Donc maintenant, c'est pour ça qu'on va le représenter comme ceci. D'accord? Alors, une petite précision, le fait que j'ai mis le chemin qui va donc de statut social à probabilité de violence conjugale en pointillé, ça suppose que j'aurais expliqué l'effet des différences de statut social sur la probabilité de violence entièrement par la menace. C'est-à-dire que ce lien s'expliquerait totalement par la menace qui pèse sur la virilité du mari. Donc dans ce cas-là, quand on explique entièrement un effet par donc l'effet de la VI sur la VD par un médiateur, on parle de médiation totale. Bien sûr, il est tout à fait possible que d'autres facteurs expliquent le lien entre statut social et probabilité de violence physique du mari sur sa femme. Prenons un exemple. Est-ce que, par exemple, l'utilisation ou la maîtrise du langage pourrait être une explication possible? On pourrait imaginer que plus le mari a fait un niveau d'études élevé, plus il va recourir à des violences verbales plutôt que des violences physiques, par exemple. Alors, excusez-moi, c'est peut-être un stéréotype, mais c'est une hypothèse. Et donc, si c'est le cas, si finalement il reste une partie du lien entre statut social et probabilité de violence qui est inexpliquée par le médiateur qu'on a mis en évidence, donc ici la menace, eh bien alors on va laisser la droite, enfin le lien entre VI et VD, variable indépendante et variable dépendante, dans un trait plat, et on va parler de médiation non plus totale, mais partielle. Alors, troisième exemple de médiation, on va prendre la menace du stéréotype. Alors, la menace du stéréotype, c'est un phénomène que vous connaissez bien. C'est que si on est amené à effectuer une tâche qui est évaluée et dans laquelle notre groupe est victime de stéréotypes négatifs, eh bien, nous aurions tendance à sous-performer sur la tâche, finalement à performer de façon moins optimale que ce dont nous sommes capables. Hein. C'est un effet qui a été montré par Steele et Aronson en 1995. Et l'exemple classique de cela, c'est le test de maths. Donc notre variable dépendante, ça va être la performance en mathématiques. Et on sait que, par exemple, si on dit à un groupe de femmes très bonnes en maths par ailleurs, que les résultats au test vont être comparés entre les hommes et les femmes, par exemple, eh bien, on est susceptible d'avoir une baisse de performance chez les femmes par rapport à une situation dans laquelle on ne mentionne nullement la question du genre. Ceci, ce n'était pas une des expériences de Steele et Aronson, mais je fais une variante
sur ce sujet. Donc, ici, la variable indépendante, c'est quoi? Ben, c'est d'y réfléchir. Ben, c'est d'activer la comparaison. Donc, activation, la comparaison entre les genres. D'accord? Et donc, si on active la comparaison, la performance en mathématiques, chez les femmes, hein, je vais le mettre peut-être, va diminuer. C'est un point. Alors voilà, ça c'est l'effet de notre variable indépendante sur notre variable dépendante. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que cet effet, dans le vocabulaire de la médiation, c'est un effet qu'on appelle l'effet total, parce que c'est l'effet total de la variable indépendante sur la variable dépendante. D'accord? Maintenant, à quoi est-ce que ça pourrait être dû? Laquelle pourrait être le médiateur de cet effet? Alors, il y a plein d'explications aux effets de menace du stéréotype. Il y en a plein qui ont été proposés. Mais une qui a été proposée par Tommy Schmader, donc une chercheuse, alors je ne sais plus si elle est américaine ou canadienne, mais Tommy Schmader, ça consiste à dire que ce qui compte, en fait, ce qui est déterminant dans les effets de menace du stéréotype, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est finalement se souvenir de toutes les informations, les garder en mémoire pendant qu'on fait le test. Un test de mathématiques compliqué demande sans cesse de conserver des informations en mémoire pour réaliser des tâches. Les tâches qui vous sont demandées. Un peu comme quand vous faites du calcul mental, vous devez retenir les chiffres ou les résultats intermédiaires que vous avez déjà, obtenus. Et donc, ici, l'idée, c'est que chez les femmes, quand on active les comparaisons entre genres, eh bien, il y aurait tout à coup toute série de pensées intrusives, si vous voulez. Elle pensera à des autres choses, elle aurait peut-être peur d'être évaluée, d'être vue négativement, et ça perturberait leur mémoire de travail, ce qui, à son tour, empêcherait qu'elles performent bien. Et finalement, aura un effet négatif sur leur performance. Donc ici, on a une médiation qui passerait par la mémoire de travail. D'accord? Donc l'idée, c'est que l'activation de la comparaison de genre influence la mémoire de travail. C'est en fait dans le vocabulaire de la médiation, c'est ce qu'on appelle le chemin A. Et puis on a un effet de la mémoire de travail sur la performance mathématique, donc du médiateur sur la performance mathématique, plus la mémoire de travail est faible ou finalement parasitée, moins sera bonne la performance mathématique. Donc c'est ce qu'on appelle le chemin B. Alors maintenant, ici, cet effet-là, cette flèche, elle va rester, mais c'est ce qu'on appelle non plus l'effet total, parce qu'on a pris en compte ce chemin-là. Quand on prend en compte ces deux chemins-là, c'est ce qu'on appelle le chemin C. D'accord? C'est l'effet direct. D'accord? Alors que ce qu'on voit ici, le chemin qui passe par en dessous, c'est l'effet indirect. D'accord? Donc là, on a un petit peu de vocabulaire de médiation. Donc, quelque chose qui est important statistiquement, c'est de se dire que finalement, si on prend la mémoire de travail en compte, et que c'est bien elle qui est responsable de l'effet, finalement, il n'y a plus rien à expliquer par l'effet direct. C'est tout l'effet de l'activation des comparaisons entre genres, elle passe par la mémoire de travail. Il ne reste plus rien à expliquer par ici. Et c'est pour ça que dans une médiation, quand il n'y reste plus rien à expliquer par l'effet direct, on va représenter cet effet direct de la façon suivante, sous forme de pointillés. D'accord? Alors, dans certains cas, on n'a pas tout expliqué avec l'effet indirect, il reste des choses à expliquer par l'effet direct, et donc dans ce cas-là, on n'indiquera pas l'effet indirect en pointillé. Alors, récapitulons.
on est parti d'une variable dépendante. Une variable dépendante, c'est le phénomène qu'on observe qui nous intéresse. Ça pouvait être la performance en mathématiques dans le dernier exemple, la probabilité d'aider, ou la probabilité dans le cas des expériences inspirées de Kitty Genovese, ou la probabilité d'agresser sa compagne. Ces trois variables dépendantes, c'est des choses qui peuvent varier en fonction de facteurs contextuels. Euh, on examinait dans notre modèle théorique des variables indépendantes, c'est-à-dire des facteurs susceptibles d'influencer la variable dépendante. Et donc, parmi les facteurs, on a compté le nombre de passants, le nombre de témoins pour la probabilité d'aider. On a considéré la différence de statut entre l'homme et la femme dans un couple, dans la probabilité d'agresser. Et on a regardé également l'activation, la comparaison de genre dans le cas de la menace de stéréotype. Et dans ces trois cas, finalement, le but, c'était d'expliquer à quoi était dû cet effet, qui est l'effet total. Et on a essayé d'identifier des variables médiatrices qui pourraient expliquer cet effet total. Une variable médiatrice, c'est une variable qui explique un effet. Et donc, ça nous a mené à mettre en évidence d'abord la première condition pour qu'il y ait une médiation, c'est-à-dire que la variable indépendante influence la variable médiatrice. Et on a vu effectivement que plus, par exemple, si on activait par exemple la comparaison de genre, eh bien, on devrait trouver une baisse de la mémoire de travail si on mesure la mémoire de travail. Les hommes qui sont, entre guillemets, entretenus par leurs femmes, ou en tout cas qui ont un statut social inférieur à leurs femmes, eh bien, si le sentiment de menace à sa virilité est un médiateur, eh bien, ils devraient ressentir un plus grand sentiment de menace par rapport à leur virilité. Donc, c'est un effet de la variable indépendante sur la médiatrice. Et troisième élément à prendre en compte, c'est l'effet de la médiation, de la variable médiatrice, sur la variable dépendante. Donc, pour qu'il y ait une médiation, il faut évidemment que la variable médiatrice influence la variable dépendante. Donc, que par exemple, dans le cas qu'on vient de décrire, la baisse de la mémoire de travail influence la performance en mathématiques et que le sentiment de menace à sa virilité augmente la probabilité d'agresser. Et donc, une fois que on a pris en compte ce chemin indirect qu'on voit ici, V, et qui regroupe les chemins A et B, on ne parlera plus d'effet total pour qualifier ce chemin-ci, mais on parlera d'effet direct, par opposition à l'effet indirect. Voilà, avec ça, je pense que vous avez une base pour comprendre finalement théoriquement ce qu'est une médiation, le comprendre conceptuellement. Donc une médiation, c'est finalement une tentative d'explication de l'effet d'une variable indépendante par une variable de l'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante par l'intermédiaire d'une variable qui finalement interviendrait entre les deux et qu'on appelle une variable médiatrice.